Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on continue la grande valse traditionnelle des tops et des flops films et séries 2024 et aujourd'hui voici venu le premier top film 2024, le top blockbuster, car ouais, 2024, en tout cas en ce qui me concerne, était une putain d'année de cinéma. J'ai vu un nombre incalculable de films et énormément de pépites. Alors oui, beaucoup de mauvais trucs aussi, mais franchement, ouais, c'est une très très bonne année. Donc j'ai vu tellement de choses que je pouvais pas faire un top 10 unique, je pouvais même pas faire un top 20, il a fallu que je fasse un top 30. Mais si, je vous assure, du coup je vous ai préparé 3 tops, donc j'ai divisé en 3 top films. Le premier ce sera les blockbusters, le deuxième ce sera le direct to DVD et puis le streaming, puis le troisième ce sera les films, on va dire, un petit peu plus intellectuels, où je vais me la jouer un tout petit peu cinéphile et non plus cinéphage. Voilà, ça va être marrant. Donc, ne m'en voulez pas, hein, c'est une question de ressenti, encore une fois. Là, sur les blockbusters, j'aurais pu en mettre plein d'autres, mais on va dire que je me suis fié au kiff que j'ai ressenti pendant la séance. Voilà, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a marqué le plus à la première vision ? Et donc on commence tout de suite avec, en 10e position, Alien Romulus de Fede Alvarez. Et alors, je sais que ma critique, elle n'est pas extrêmement positive. Je sais que, ouais, j'ai pas été très tendre avec le film. Et c'est vrai que le film, il est très très bancal. Hein. Il y a un fanservice outrageant. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer. Il y a tout un tas de bonnes idées, mais qui sont noyées, on va dire, par... l'envie de trop bien faire, c'est un trop plein, une sorte de melting pot comme ça, d'influence de tous les autres aliens qui vous versent à la tronche. Et finalement, on a du mal à trouver l'originalité qui se dégage de ce métrage, et pourtant elle existe. Moi j'ai titré, sur ma petite vignette, c'était Alien Romulus, critique pro-avortement, et c'est vrai que c'est un film pro-avortement pour moi. C'est un film sur la jeunesse. Ça j'ai vraiment aimé, ils sont très jeunes, ils ont un avenir très noir, obscurci, ils essayent de s'en sortir, le MacGuffin c'est le soleil, c'est la lumière, donc il y a plein d'idées très intéressantes, et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai pris un pied monumental, malgré les défauts, malgré le Get away from her you bitch, etc. Je suis vraiment ressorti de la salle, j'étais ultra content, ça faisait trop plaisir, etc. Et c'est vrai qu'en le revoyant, là il est sorti en 4K, bon, je me suis mis en mode je fais fi des défauts. Voilà, je coupe les répliques à la con, j'enlève les effets spéciaux un petit peu pourraves, etc. Et je me concentre vraiment uniquement sur ce qui me plaît. Et j'ai relativement apprécié. Alors le film, il a 7,1 sur IMDb, c'est une bonne note. Mais c'est vrai que, en réalité, il ne mérite pas la 10e place. En réalité, j'aurais pu le mettre ne pas le mettre du tout. Mais j'aime tellement Alien, j'aime tellement cette franchise que je suis pas objectif du tout. Donc je le mets. Alors, peut-être que certains me diront que je troll un petit peu, et c'est peut-être vrai, si ça se trouve, c'est peut-être ma nature. Mais là, c'est du troll sincère, on va dire. Bref, à la revoyure, c'est quand même sympa, c'est le moins bon Alien, mais ça reste un blockbuster relativement satisfaisant. Et on passe tout de suite à la 9e position avec Creation of the Gods. Alors c'est un blockbuster à 150 millions de dollars, mais c'est un truc de dingue. C'est Weir Chan qui réalise ça, un Chinois qui est architecte aussi, qui fait tout un tas de choses, qui est très très reconnu, et en Chine et à l'international. Et là, ils ont décidé de faire le Seigneur des Anneaux chinois. Et je vous avoue que je me suis fait atomiser. Franchement, j'adore ça, surtout en grand écran, parce qu'on a eu la chance de le voir au cinéma en France. Là, ça sort très rapidement chez Spectrum en 4K, s'il vous plaît. Et ouais, c'est magnifique. Donc c'est un wuxia, mais pour la nouvelle génération, donc un film de sabre. On va suivre des dynasties qui se foutent sur la gueule, parce que on essaye de récupérer un artefact magique, et grâce à cet artefact, on devient en gros le seigneur le plus puissant. En même temps, il y a des dieux, en même temps, il y a des démons. Donc il y a vraiment, c'est comme l'Olympe, quoi. Vous voyez, il y a un royaume avec des dieux qui discutent, qu'envoient, leurs chevaliers, leurs démons sur Terre, etc. Et
on est vraiment aux prémices de quelque chose de nouveau en Chine. C'est vraiment un film qui a une saveur internationale. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé dessus, c'est pas en autarcie, hein, c'est pas juste un film chinois, c'est un film chinois, mais avec des artistes australiens, américains, français, enfin c'est un truc de dingue, quoi, vraiment. Et ouais, on est extrêmement bluffé par la qualité de l'ensemble, quoi. Déjà, au niveau de la réalisation, il y a des plans qui sont incroyables, qui marquent la rétine, comme le tout premier, par exemple, avec un flocon de neige qui tombe sur l'œil mort d'un cheval, comme ça. Puis la caméra recule et on voit tous les soldats qui se sont fait décapiter, embrochés, etc., qui sont congelés dans la neige. Ça dure très longtemps, c'est super beau, c'est très élégant. Il y a de la narration visuelle. Par exemple, on a un démon renard avec de très longs cheveux. Puis elle se baigne avec un seigneur dans la flotte et vu de dessus, ça forme le yin et le yang. Enfin, tout un tas de trucs très très beaux. On a des scènes d'action absolument incroyables avec des chevaux dans les flammes et tout. Enfin, c'est dingue, on dirait vraiment le Seigneur des Anneaux. Ils essayent de rivaliser vraiment avec les blockbusters américains. C'est la folie. En revanche, c'est vrai qu'ils sont pas encore tout à fait au niveau. Et donc, il y a certains effets spéciaux qui sont un peu mal faits. Voilà, ça grince un petit peu, ça fait un peu numérique, etc. C'est pas tout, hein. Certaines séquences sont très très réussies, d'autres beaucoup moins. Mais j'ai envie de vous dire, faites fi de ces défauts parce que le spectacle proposé est tellement ahurissant, puis ça ressemble tellement à rien de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, que vous pouvez vous jeter dessus, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment très très bon, d'autant plus que c'est moins compliqué que d'habitude, parce que là, encore une fois, c'est pas pour les Chinois, c'est pour l'international. Donc l'histoire a été condensée, voilà, les intrigues sont simples, c'est très facile à suivre. Donc voilà, jetez-vous sur Creation of the Gods, c'est vraiment très très bon. Et puis en plus, sur l'édition Spectrum, vous aurez un petit bonus de ma part. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, une petite vidéo supplémentaire. Et on passe tout de suite à la 8e position avec le dessin animé, le Lego Movie Piece by Piece de Morgan Neville, qui n'est autre qu'un biopic sur Pharrell Williams. Oui, Pharrell Williams, hein, le chanteur, le producteur. Alors moi, vous pouvez même pas vous imaginer, un méga fan de ce mec. C'est-à-dire que c'est mon producteur préféré avec Dr. Dre. Je l'idolâtre. Et si vous voulez, voilà, le film s'est déroulé avec un enchaînement de sons, une bande son, mais tonitruante, qui m'a rappelé mes jeunes années, hein, mes jeunes années d'adulte. On va dire, j'étais, mais aux anges. Vous pouvez même pas savoir, c'est génial ce film. C'est en plus une très belle manière, très originale de raconter un biopic, puisque là, on a vraiment Pharrell Williams. C'est-à-dire que oui, il a la forme d'un petit Lego, mais c'est vraiment lui qui parle. C'est vraiment lui, en fait, qui véhicule les émotions. Et tous les intervenants, que ce soit Snoop Dogg, Pusha T, qui vous voulez, c'est pareil. Ce sont eux qui parlent. Et ça, ça donne un côté presque documentaire à l'ensemble. D'autant que la réalisation, elle se permet des petits trucs. C'est-à-dire qu'on est dans un dessin animé Lego, donc on va aller dans des trucs totalement oniriques, avec des couleurs qui explosent, voilà, des baleines, des étoiles filantes, on va carrément dans l'espace, etc. Et en même temps, parfois, on a ce qui peut s'apparenter à des micro-trottoirs, avec une caméra portée et tout, c'est hyper intéressant. C'est magnifique graphiquement. La musique est sublime. Et, enfin, pour moi en tout cas. Et puis, Pharrell, je pense que il le dit un peu dans le film, il dit c'était la seule façon de parler de moi sans que ce soit ridicule. Et il a totalement eu raison, quoi. On est dans un truc qui est à la limite donc du biopic et du documentaire. Et c'est une excellente surprise. Donc si vous ne l'avez pas vu, si vous pensez que vous allez tomber sur un truc un peu artificiel, qui serait juste une publicité pour Pharrell, détrompez-vous, franchement, on rentre vraiment dans quelques zones d'ombre, on va dire, hein. Il s'épargne pas forcément. Et puis, si vous êtes fan comme moi du bonhomme, vous allez avoir un orgasme pendant 1h40, c'est hallucinant. Et puis, techniquement, c'est très très bien fait, mais comme de nombreux films Lego, c'est magnifique. Donc oui, ça c'est pareil, ça plaira pas à tout le monde. Je pense que si vous n'êtes pas fan du bonhomme, vous passerez peut-être un petit peu au-dessus. Mais bon, qui n'est pas fan des Neptunes, qui n'est pas fan de Pharrell, j'ai envie de vous dire, peut-être vous. Allez, vous me direz dans les commentaires. Et on passe tout de suite à la 7e position avec Monkey Man. Monkey Man, donc réalisé par Dev Patel,
qu'il y a un acteur qui là se prend en main. Ah, ça fait longtemps qu'il n'avait rien fait, il était un peu en perte de vitesse à Hollywood. Et il se dit, je vais réaliser un film de kung-fu. Voilà, donc dans un univers totalement fantasmé, un pays qui n'existe pas, avec ses propres règles. C'était un film qui était destiné en streaming à la base. Il devait sortir uniquement sur Netflix, sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Puisque Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, a vu le truc, et en fait il a racheté les droits, il s'est associé à Universal, ils l'ont sorti au cinéma, et la vache, moi je m'attendais à un petit film d'action lambda, quoi, une sorte de John Wick du pauvre, et en fait pas du tout, quoi. En fait c'est limite, bon allez, j'exagère, mais le descendant américain de The Raid, et peut-être du Blade, de The Blade de Choyark, quoi. C'est incroyable, c'est-à-dire que on a un chaos ambiant, mais vraiment, vous savez, ces films, un petit peu comme À toute épreuve, un petit peu comme The Raid, donc qui sont très âpres, où on a vraiment l'impression que les acteurs se sont dégommés la tête, on a vraiment l'impression que le tournage a été rude, on sent la poussière, on sent la transpiration, on sent presque l'odeur du sang, on sent que ça a été mais terrible, et que vraiment ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et ouais, le chaos donc de The Blade de Choyark transparaît à chaque séquence, c'est démentiel, franchement j'ai adoré ça. Alors pourtant c'est très simple, franchement le scénar, lui il veut se venger parce qu'on a tué ses parents, le truc on l'a déjà vu 1000 fois, mais il y a tellement d'énergie, il y a tellement de folie, il y a tellement de fureur, que ouais, vous allez en prendre plein la gueule, franchement c'est mortel. En plus, au niveau de la mise en scène, il y a des plans totalement dingues. Alors je sais pas, ils ont accroché, je crois, la caméra au bout d'une corde à un moment donné, que ça me fait penser au clip d'NTM, comme ça, elle se balade de gauche à droite, ils ont pété tout un tas de trucs, ils avaient du matos qui tombait en ruine au fur et à mesure, donc ils ont été obligés à chaque fois de trouver des solutions, parce que c'était un budget assez réduit. C'est vrai que je l'ai mis dans le blockbuster, mais parce que c'est devenu un blockbuster par la force des choses, mais ouais, c'est un peu le système D, et je vous assure, vous allez passer sous un rouleau compresseur. Donc Dev Patel, je l'aimais beaucoup en tant que comédien, et d'ailleurs il est très bon dans le film, mais là, ouais, sa première réalisation, elle fait des étincelles, et pour les gros bourrins comme moi, c'est hautement satisfaisant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et on passe tout de suite à la 6e position, avec Horizon de Kevin Costner. Alors c'est pareil, incompréhensible en ce qui me concerne, le film s'est fait cartonner, le film s'est fait descendre par tout le monde, Kevin Costner has-been, le film est moche, le film n'a pas de fin, le film est une série au cinéma, Alors moi je trouve pas du tout, mais alors je trouve que tous les arguments énoncés là sont faux, c'est-à-dire Kevin Costner il signe un film totalement magnifique formellement, je veux dire la photographie, les espaces, les décors naturels filmés sont sublimes, le casting est royal, lui dedans, il intervient en plus quasiment au bout de 45 minutes de film, vraiment il laisse le temps de placer des enjeux et tout, mais on a l'impression donc, qu'il a perdu 15 piges, quoi. Il a jamais été aussi en forme, il est trop beau, il est trop magnétique, j'adore cet acteur, donc là j'étais vraiment trop content de le revoir. On a une très très belle musique, on a des enjeux ultra forts, simples, limpides, et qui sont filmés avec une efficacité hors norme. Il n'y a qu'à voir la première scène d'action. On a des Indiens qui attaquent, donc des colons, quoi. Putain, avec la nana qui se met en dessous, dans les souterrains, qui respire par le tuyau d'un fusil, etc. Waouh, mais ça commence et ça vous lâche plus. Non, franchement, moi j'ai adoré ça, des scènes de pression intenses, Et puis, à ceux qui disent que c'est une série téléfilmée, pas du tout. Non, c'est juste une fresque épique qu'il a pensée en 3 ou 4 épisodes. Certes, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas dire que Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, c'est une série télé ? Ça n'a aucun sens. Non, c'est juste que c'est une saga, quoi. Oui, une saga américaine, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur l'affiche. Mais vous n'allez pas vous faire avoir, franchement, si vous pensez que vous allez voir un truc au rabais à cause des critiques que vous avez lues à gauche à droite, non. Jetez-vous dessus, c'est mortel, et c'est pareil, je trouve que le film a un début, un milieu, une fin. Il y a la réponse à cette attaque, donc la première scène.
Oui, on a la résolution quelque part. Donc oui, il y a... Enfin, je veux dire, ça ouvre sur plusieurs horizons, autres horizons, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais, en tout cas, vous pouvez tout à fait regarder le film tel quel, sans même attendre de suite, et vous allez prendre énormément de plaisir. Donc non, moi je suis désolé, j'ai adoré. Au cinéma, c'était la claque, c'était magnifique. Et du cinéma à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Et pourtant, je suis pas forcément le plus grand fan de western. Donc bravo Kevin Costner, tu nous as régalé. Et on passe tout de suite à la 5e place avec le plus détesté, le plus conchié de tous les films de la liste, les petits-enfants. Oui, il s'agit bien de Gladiator 2 de Ridley Scott. Donc là, je vois qu'il a 6,7 sur IMDb. Il s'est fait tronçonner, il s'est fait conchier avant même sa sortie. Avant même sa sortie, c'est de la merde. Il y a des requins dans le Colisée, Paul Mescal, il pue, Denzel Washington, il refait son training day, etc. La musique, c'est de la merde. Enfin bon, il y a du rap. Et donc, encore une fois, moi, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que j'ai pris un pied d'enfer au cinéma, mais un pied, vous pouvez même pas savoir. Donc, je préfère le premier Gladiator, pas de souci là-dessus, parce que c'est un film qui est plus simple, qui est plus âpre peut-être, il y a plus d'émotion dans le premier, je dirais, mais celui-ci, je le trouve mais intense également, quoi. Et puis je trouve Paul Mescal exceptionnel. Quelque part, c'est deux races différentes d'acteurs. Russell Crowe, c'est quelqu'un qui va jouer de façon beaucoup plus hollywoodienne, beaucoup plus posée, si vous voulez. Il va refaire la même chose à chaque prise, je pense. Alors que Paul Mescal, lui, c'est un chien fou, quoi. Lui, je pense qu'il fait jamais la même chose à la deuxième prise, quoi. Et il a dans son regard une folie, un truc qui me fait penser, calmez-vous, ça c'est pareil, qui me fait penser un peu au jeune Mel Gibson. Voilà, une sorte de petite folie dans le regard. Et le film est plein de rage, le film est plein de nihilisme, il y a un truc hyper fort, hyper intéressant. Je trouve le film extrêmement politique. Pareil, il n'y a pas de politique dans le film. On n'a pas dû voir le même film. Les scènes d'action sont extraordinaires, hormis peut-être la première avec les singes qui est assez mal faite. C'est vrai qu'il y a quelques effets spéciaux qui craignent, mais pas beaucoup. Globalement, hormis les singes, quasiment tout est incroyable. C'est en tout cas de très très haute volée. J'ai entendu, c'est mal shooté, je sais pas, c'est super bien filmé, mais vous rigolez ou quoi ? Enfin, c'est magnifique, c'est Ridley, quoi. C'est ample, c'est violent, c'est colossal, c'est massif. Et puis alors, Denzel Washington, quoi. C'est vrai que Antoine Goya disait, alors depuis qu'il a ouvert sa bouche, Antoine Goya, il y a eu des petits retournements de veste. Ouais, en fait, le film est pas mal. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que lui, il a beaucoup aimé le film. Il a beaucoup aimé le personnage de Denzel Washington. Et c'est vrai que parce que ça a été une critique apportée au film, c'est une décalcomanie du premier, etc. Mais pas du tout, ça se sert du premier, mais pour s'affranchir quelque part de tout ce qu'était le premier. Je suis désolé de le dire, mais non, ça n'a rien à voir. Et personnellement, et alors là, vous pourrez me crucifier, je crois que je vais perdre 6000 abonnés, je trouve le scénario plus intéressant que le premier. C'est-à-dire que le premier, c'est un meilleur film, encore une fois, peut-être que l'histoire est plus simple et donc elle est plus émouvante, elle touche plus, etc. Mais là, je trouve que les ramifications, les personnages, les surprises, je les trouve plus intéressantes ici. J'ai adoré Gladiator 2. Vraiment, je trouve que c'est une putain de méga suite. Et hormis la pilule sur les origines un peu du héros principal qu'il faut avaler au début, ça c'est pour moi le seul gros défaut. Ça reste un blockbuster absolument hallucinant. Donc, pas étonnant qu'il soit dans mon top, les petits enfants. Allez, bref, on passe à la 4e position. Et là, c'est pareil, le film, il s'est fait conchier. Oh là là, je vois la 5,6 sur IMDb. Mais on n'a pas vu le même film, les enfants. Je parle bien sûr de Argylle, vous l'avez reconnu. Réalisé par Matthew Vaughn, donc le papa des Kingsman, avec Henry Cavill, Bryce Dallas Howard et Sam Rockwell dans les rôles principaux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il y a sur l'affiche. Mais peut-être que c'est de la publicité mensongère. J'ai tellement adoré le film. Mais les scènes d'action sont les meilleures scènes d'action
je pense, de l'année avec celle de Mad Max Furiosa. C'est incroyablissime, vraiment. On a une baston à la fin sur des simili-patins à glace. Mais éblouissant de maîtrise, c'est incroyable. Le scénario est ultra intéressant, c'est un film sur dire, le point de vue. On change en permanence de point de vue, on change en permanence de héros. On est, en plus, donc c'est un film d'espionnage. Quasiment tous les personnages ont des doubles identités. Enfin, c'est trop fun à regarder. Et puis donc Matthew Vaughn, quoi, qui je pense moi avait perdu un petit peu de sa superbe avec les Kingsman 2 et 3 où ça redescendait un petit peu. Ah non mais là il retrouve mais vraiment quoi son mojo d'antan. Alors oui, certains effets spéciaux sont pas fameux, c'est un peu le défaut du film. Il y a certains trucs qui font très numérique, etc. Mais hormis ces petites choses qui sont dues à la production, franchement non c'est incroyable. C'est une giga claque. Moi, j'avais titré à l'époque, je crois, la claque. Mais vraiment, je me suis fait atomiser. J'ai adoré ça. Et donc, si vous avez été refroidi par les critiques à gauche à droite de c'est pas bien, c'est nul, écoutez pas, faites-moi confiance. Voyez ce film de toute urgence. Et si vous l'avez peut-être pas aimé la première fois, revoyez-le. Mais revoyez-le parce que je vous assure qu'en plus, à la revoyure, c'est encore mieux, quoi. C'est-à-dire, c'est absolument épique, dantesque. C'est incroyable, vraiment. Et puis, tous les seconds rôles, Samuel Jackson, enfin, vraiment, c'est du bonheur en barre. Donc, il aurait pu finir sur le podium, mais il y a eu d'autres films absolument extraordinaires. Donc, on va passer aux 3 premières positions. Podium 2024 Blockbuster. Et en 3e position, j'ai choisi Dune, 2e partie de Denis Villeneuve. C'est le film qui a la meilleure note IMDb de tout ce que je vous ai sorti aujourd'hui. 8,5 sur IMDb, c'est incroyable. Et c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, c'est pareil. On sera jamais d'accord. Vous préférez la série télé. Bon, il y a certaines personnes qui préfèrent la série télé. Écoutez, allez vous régaler avec la série télé, ça ne me dérangera pas. Chacun ses goûts et chacun ses mauvais goûts également. C'est extraordinaire, je veux dire. Le premier, c'était déjà extraordinaire, mais alors le deuxième, celui-ci, c'est peut-être encore mieux, j'ai envie de vous dire. Il y a qu'à se remémorer le domptage du ver des sables, cette scène mais totalement hallucinante. La vache, c'est tellement palpable. On a tellement l'impression d'y être. C'est tellement grandiose. Oh là 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 là, mais vraiment, quoi. Alors oui, encore une fois, le petit défaut de Villeneuve, c'est qu'il est un peu froid dans sa mise en scène, donc on ne ressent pas la chaleur du désert, ça je l'admets. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que c'est, mais jouissif à tous les étages. Et puis alors, je comprends pas non plus les critiques de ouais, c'est pas mis en scène, blablabla, il n'y a pas de narration visuelle. Il n'y a pas de narration visuelle. Les enfants, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de dialogue que la caméra raconte pas beaucoup. Il n'y a qu'à se souvenir du tout premier plan. Écoutez, regardez le tout premier plan du film, avec Paul qui est allongé dans le sable, qui regarde, avec la caméra qui panote, qui revient, plus le cut, où on se rend compte que finalement, un autre personnage était en face de lui, etc. Les méchants qui arrivent des dunes. Non mais c'est incroyable, je veux dire. C'est incroyable. Et puis alors, le Blu-ray 4K, qui est sorti il y a quelques temps, nous enterre définitivement, nous achève avec un rendu. Mais vraiment un des plus beaux Blu-ray 4K de l'année. C'est genre atomique, l'image est magnifique. La photographie, la musique, enfin tout est génial. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trop hâte qu'il fasse le 3e. Je suis conquis de fou. Et donc, pour ceux comme moi qui adorent ce film, vous allez vous taper une barre de rire sur la série télé. Vraiment que moi je déteste. Enfin, j'ai même lâché avant la fin tellement c'était pas possible, quoi. Et non mais c'est pas possible, je veux dire. Le truc réhabilite clairement le travail de Villeneuve. Ils essayent de faire pareil que lui, sauf qu'ils y arrivent pas du tout, et je pense qu'ils y arriveront jamais. Bref, Dune 2 sur la 3e marche du podium, c'est sublime, c'est incroyable. Et on passe tout de suite à la 2e position. Alors là, attention, troll, mais pas vraiment parce que je le pense. Mais je sais que vous allez dire que je troll, donc je vous le dis, je le dis à l'avance. Voilà, je troll, sauf que c'est pas vrai, je ne troll pas, je le pense vraiment. J'ai mis Furiosa, voilà, une saga Mad Max,
mais version black and chrome, les enfants. Car oui, j'ai mis Furiosa, version couleur, en déception. Je l'ai mis dans mon flop 2024. Mais parce que, encore une fois, la séance que j'ai passée était atroce. J'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai détesté, j'étais dégoûté de la vie. Mais vraiment, c'était l'enfer. Vraiment, je ne pouvais pas me concentrer sur la narration visuelle, sur l'histoire, parce que je trouvais la patine numérique tellement dégueulasse, la colorimétrie tellement immonde, que ouais, j'en avais le cœur retourné, si vous voulez. Et puis, ils ont sorti le Blu-ray 4K, avec donc la version noir et blanc, la version black and chrome, recommandée par George Miller lui-même, qui dit que c'est le film qu'il aurait voulu sortir en salle, qui n'est pas complètement en noir et blanc d'ailleurs, c'est du noir et blanc, mais certains éléments restent en couleur, comme le fruit, le noyau par exemple, ou voilà, la chevelure de Chris Hemsworth, il y a des petites choses comme ça. Donc c'est très intéressant, ça rajoute de la narration visuelle en plus, et puis il y a un noir et blanc ultra contrasté, qui apporte vraiment de l'épaisseur au film, et qui camoufle quelque part les problèmes numériques, là, qui rend les choses plus palpables, plus concrètes, et on n'a plus donc cette colorimétrie dégueulasse, vu que c'est du noir et blanc. Et ouais, du coup, là, j'ai réussi à me concentrer sur l'histoire, j'ai réussi vraiment à oublier la technique, et qu'est-ce que je peux vous dire, les enfants, qu'est-ce que je peux vous dire ? George Miller a encore frappé. Un film d'arrière-grand-père qui met absolument toute la concurrence à l'amende. C'est hallucinant. Les meilleures scènes d'action jamais filmées, quasiment. J'ose le dire. C'est très très différent de Mad Max Fury Road, parce que là, il savait qu'il allait filmer beaucoup plus en studio, etc. Donc on a vraiment des scènes d'action qui sont cogitées par rapport au studio, avec des mouvements de caméra à l'intérieur des camtars. On va filmer les reflets dans le rétroviseur, on va revenir sur le comédien, et puis en même temps, pile poil au moment où ça revient, on va avoir un mec en deltaplane qui va passer, etc. Et hop, ça va retourner sur le fusil à pompe, sur le truc, hop, on va passer par la fenêtre avec un camion qui va s'écraser, qui va exploser. Enfin, c'est millimétrique, chirurgical, hallucinant. Et au final, parce que je l'ai revu au moins 6 fois déjà, en noir et blanc, je suis le premier à être étonné de dire ça, mais je pense que c'est encore plus fort que Mad Max Fury Road. Déjà, l'histoire est plus forte, je trouve. Cette fin est sublime, la plus belle fin de l'année, c'est incroyable. C'est mieux filmé, c'est mieux chorégraphié. Après, on va dire que en couleur, c'est beaucoup trop numérique, et on va dire la patine de Fury Road fait que c'est un meilleur film en couleur, mais tel quel, en noir et blanc, moi je le trouve supérieur, et je trouve que c'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà, donc dans mon flop en couleur, dans mon top en noir et blanc, c'est une dinguerie, c'est hallucinant. C'est en plus un film ultra violent, mais qui laisse quasiment tout comme ça en arrière-plan, dans la suggestion, au-delà de la vengeance. C'est le meilleur film de Vendetta ever. Enfin, je veux dire, tu peux pas trouver mieux. Cette fin est tellement incroyable, encore une fois. Bref, merci George Miller. Dommage, ça s'est planté. On n'aura pas la suite. Mais en même temps, c'était, à mon avis, beaucoup trop violent, beaucoup trop sombre pour le monde. Actuellement, les gens ont envie de rigoler, je pense. Et puis, c'est vrai que d'avoir mis Furiosa, une héroïne, alors que c'est censé être Mad Max, un truc un peu de mec quand même, on va pas se mentir, ils ont peut-être fait une erreur. Voilà. On ne le saura jamais. En tout cas, jetez-vous dessus si vous l'avez pas vu, c'est stupéfiant. Et on passe à la première position de mon top 2024, City of Darkness de Soi Cheng, les enfants. Donc c'est pareil, je suis peut-être pas objectif. J'aime beaucoup trop le cinéma hongkongais. Là, c'est vraiment le cinéma hongkongais qui renaît de ses cendres. Ça fait quelques années que, depuis la rétrocession, il est en déclin. Les plus grands sont partis. John Woo aux États-Unis, Choi Ark en Chine, etc. Il restait quelques petits. Il en restait pas beaucoup, quelques grands, comme Johnny To, par exemple, qui faisait de la résistance. Et puis même lui, maintenant, il a cédé.
il travaille en Chine, etc. Donc Seo Cheng, c'est un peu le dernier des Mohicans, j'ai envie de vous dire. Et quel plaisir de réentendre le cantonais, quoi. Oh là là, cette langue, elle est tellement douce à mon oreille. Et quelle folie furieuse. On est donc dans un film qui, quelque part, une bande dessinée. Hein. Vous attendez pas à quelque chose de réaliste. On est vraiment dans une BD. Si c'était au Japon, ça serait l'adaptation d'un manga, par exemple. On est dans la cité de Kowloon, qui est en fait une cité qui a vraiment existé. Un enchevêtrement comme ça d'immeubles, un peu de bidonvilles comme ça, qui formaient une sorte de blocus ultra étrange où tous les reclus de la société allaient trouver refuge. Donc c'est exactement ce qui se passe. Le héros va trouver refuge, il n'a pas de papier, il tombe donc sur Louisco, qui va le prendre sous son aile, il rencontre des amis, etc. Puis en même temps, il a Sammo Hung, s'il vous plaît, au cul, parce que il lui doit de l'argent, et ça va se transformer en affrontement de gang, avec des scènes d'action donc, qui sont des scènes de kung-fu. Hein. Donc il y a des scènes de kung-fu mano à mano, il y a beaucoup d'armes blanches, il y a même à un moment donné une scène hallucinante où il y a carrément une moto qui fait du kung-fu. Et c'est donc Kenji Kanigaki, un japonais, le meilleur chorégraphe du monde d'action actuellement. C'est incroyable, le chorégraphe de Donnie Yen qui explose littéralement toutes les cloisons du film câblé ici. C'est stupéfiant. Les scènes d'action sont incroyables. Pour moi, il y a un avant et un après City of Darkness. C'est-à-dire que si vous cherchez des scènes d'action de kung-fu traditionnelles, le meilleur, c'est Drunken Master 2. Et si vous cherchez un film avec des scènes d'action câblées, pour moi, maintenant, c'est City of Darkness. C'est incroyable, c'est tellement brutal, tellement violent, tellement jouissif, avec des mecs qui explosent les murs, les têtes qui rentrent dans les portes. Enfin, c'est incroyablissime. Vraiment, une fureur sans fin, avec un méchant ultra charismatique, genre qui a limite des pouvoirs spéciaux, ils sont obligés de s'y mettre à 3 pour le dézinguer, etc. Il ressent plus la douleur. Enfin voilà, ça s'arrête jamais. Et en plus de ça, le film est extrêmement intéressant parce que socialement, ça raconte vraiment quelque chose. C'est émouvant. Il y a une petite, on va dire, alors parce que comme le film n'est pas réaliste, c'est bizarre de dire ça, quoi, mais ouais, il y a une petite volonté de faire quelque chose d'historique, en tout cas de rendre hommage aux gens qui vivaient dans cette cité et de montrer que c'était aussi des gens qui s'entraidaient, quoi. Et ouais, c'est stupéfiant à tous les niveaux. La musique, c'est un autre Kenji Kawai, donc la personne qui fait des musiques de Ip Man, par exemple, de Ghost in the Shell, un putain de génie. Et ouais, c'est éblouissant, c'est incroyable, c'est mon type de cinéma, un bourrin que j'aime tant, mais remis au goût du jour. On a vraiment le phénix hongkongais qui renaît de ses cendres, toute une troupe de nouveaux acteurs, nouveaux comédiens, qui sont magnifiques, qui sont formidables, et puis des anciens, donc des Sammo Hung, des Louisco, enfin, c'est stupéfiant, et en plus de ça, eh bien, ils viennent d'annoncer qu'il y aurait 2 autres films, que ça serait une trilogie. Eh bien, n'en jetez plus, hein, franchement, on attend ça avec impatience. Et sur ces bonnes paroles, ce sera à la fin de mon top blockbuster 2024, donc il y en aura 2 autres, hein. Likez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi avec Gladiator 2, avec Furiosa, ou avec par exemple Argyle. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!